Décembre 2013 au tribunal fédéral de New York. Le procès de Rudy Kurniawan entre dans sa dernière ligne droite. La lumière jaune tamisée et les boiseries de la vieille salle d'audience imposent le calme. Tous les experts et les témoins se sont succédés à la barre pendant 8 jours. Il ne reste plus qu'à entendre les plaidoiries de l'accusation et de la défense. Sur le banc des accusés, Rudy Kurniawan a les traits tirés et le corps amaigri, mais il reste imperturbable. Son costume gris le vieillit un peu, mais le faussaire de 37 ans ne ressemble toujours pas à la description qu'en donne le procureur. Cet homme, c'est le plus grand faussaire de vin rare de l'histoire. Sur une table, une dizaine de bouteilles de Pétrus 1988 sont marquées d'un coup de tampon rouge avec le mot « contrefait » écrit en anglais. Le procureur prend le temps de résumer le procès aux 12 jurés assis dans la salle. Rappelez-vous des experts qui sont venus témoigner. Ils ont tous décrit les capacités exceptionnelles de l'accusé pour identifier des vins, oui, mais aussi pour mémoriser leur goût et les reproduire. Un spécialiste international a d'ailleurs confirmé à la barre que 300 bouteilles vendues par Kurniawan étaient des fausses. Et les étiquettes, les bouchons et la cire correspondent au matériel retrouvé chez lui. Le vigneron français Laurent Ponceau hoche la tête dans le public. De nombreux producteurs de vins contrefaits ont témoigné au procès par vidéo, mais le Bourguignon est venu en personne pour assister à la chute de Rudy Kurniawan. Pourtant, l'arnaqueur plaide non coupable, et son avocat a fait des pieds et des mains pour convaincre les jurés. Les fausses bouteilles de vin des années 40 qu'il entreposait dans sa villa, Rudy Kurniawan n'y est pour rien. Ce sont des contrefaçons produites par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les 19 000 étiquettes de fausses bouteilles trouvées dans sa cuisine, c'était simplement pour en faire une tapisserie originale. Les jurés font la moue en écoutant l'avocat. Ces belles histoires ne tiennent pas la route face aux preuves. Ils se souviennent de ces emails projetés sur le grand écran. Dans l'un d'eux, Rudy Kurniawan demande à un restaurant de ne pas laver les bouteilles qu'il veut récupérer après une dégustation de plusieurs vins hors de prix. J'ai besoin qu'elles semblent d'époque, pour une séance photo. Dans un autre, il demande 100 à 200 caisses de Bordeaux bon marché à une maison de vente aux enchères. De quoi donner raison au procureur qui accuse Kurniawan de mélanger plusieurs vins pour imiter les grands crus. Les jurés se retirent pour délibérer. Au moment de quitter le box des accusés, le faussaire jette un dernier coup d'œil au public où aucun de ses proches n'est venu le soutenir. Il risque jusqu'à 40 ans de prison. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Dans cet épisode, je vais vous raconter la chute de l'arnaqueur Rudy Kurniawan, son activité révélée au grand jour et le silence complaisant du marché des vins de luxe. Entre mensonges, fausses pistes, grands crus de Bourgogne et enquête du FBI, découvrez son fabuleux destin. Avant de se retrouver sur le banc des accusés, Rudy Kurniawan a senti le vent tourner à partir de 2008. C'est à ce moment-là qu'il se retrouve dans le collimateur du vigneron Laurent Ponceau. Après son intervention surprise dans une vente aux enchères de vins rares à New York, le faussaire se fait plus discret. Depuis ce jour-là, le commissaire-priseur John Capone a pris peur et refuse de vendre les bouteilles de son très bon ami Kurniawan. L'arnaqueur participe donc à quelques enchères via d'autres maisons de vente moins regardantes et fait de la vente directe pour des milliardaires. Mais en 2009, l'un d'eux va décider de porter plainte contre Rudy Kurniawan pour lui avoir vendu de fausses bouteilles. L'affaire se limite encore à des questions de contrat et de remboursement, mais c'est cette première accusation officielle qui attire l'œil du FBI et qui pousse l'agence à travailler avec le vigneron français. En février 2012, Kurniawan tente une dernière grosse vente à Londres, mais un passionné de vin remarque que les numéros de série des bouteilles ne collent pas. L'affaire enfle sur les forums spécialisés
et la maison de vente retire le lot. Mais Rudy Kurniawan restera confiant jusqu'au dernier moment. En mars 2012, il affirme à un ami que la controverse de Londres ne l'inquiète pas du tout. 2 jours plus tard, l'agent James Wynne et ses collègues du FBI perquisitionnent sa villa de Los Angeles. Les agents découvrent son usine à contrefaçon, les bouteilles vides qu'il récupérait à la fin des dégustations, ses recettes pour mélanger des vins bas de gamme et imiter des vins de luxe, et les fausses étiquettes au nom de grands domaines français. Rudy Kurniawan est inculpé pour fraude et il est incarcéré en attendant son jugement. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Au fil des témoignages et des preuves révélées pendant le procès, on devine un peu plus les motivations de cet arnaqueur indonésien. En 1998, Rudy Kurniawan arrive en Californie avec un visa étudiant. Mais 3 ans plus tard, les États-Unis le refusent sa demande d'asile politique. Plutôt que de quitter le pays à la fin de ses études, le jeune homme suit sa passion pour le vin. Il commence alors à jouer les collectionneurs flambeurs en dépensant des milliers de dollars par repas. Kurniawan se retrouve dans un cercle infernal pour maintenir son train de vie. Il emprunte des millions à ses amis riches, contracte un prêt dans une banque new-yorkaise et commence à vendre des fausses bouteilles de luxe. Ruiné par les dettes qu'il n'a jamais remboursées, il est définitivement condamné le 8 août 2014. Il écope de 10 années de prison et plus de 20 millions de dollars d'amende. Mais il reste 2 mystères dans cette affaire. D'abord, plusieurs spécialistes doutent de sa capacité à organiser tout seul une fraude aussi grosse. Ces bouteilles sont partout. Et le vigneron Laurent Ponceau peut en attester. 1 mois avant l'arrestation du faussaire, il participe à un dîner à San Francisco pour déguster plusieurs cuvées de son domaine. Il attrape alors une bouteille de Ponceau Clos de la Roche 1971, commence à l'ouvrir, puis s'arrête net. Sur la base de la bouteille, il y a un petit autocollant avec des initiales, RK, comme Rudy Kurniawan. Pire, un œnologue mondialement reconnu a retrouvé plus de 1000 contrefaçons qui portent sa marque. On est donc loin du petit laboratoire de sa villa, installé à la vue de tout le monde dans sa cuisine. Et surtout, comment les grands collectionneurs américains ont pu être bernés aussi facilement ? Sur cette question, le vigneron Laurent Ponceau a une petite idée. Il reprend son porte-documents bleu où il a noté tous les petits détails qui permettent de reconnaître les vieilles cuvées de sa famille, et c'est loin d'être une science exacte. L'étiquette sur la bouteille n'est pas bien collée, il a lui-même aidé au collage quand il était plus jeune, et ce n'était pas toujours très droit. Le papier n'est pas le même ou l'encre disparaît plus vite, les fournisseurs faisaient parfois faillite, alors il fallait en changer. Même les œnologues californiens ont pu se tromper. Si le goût était mauvais au moment d'ouvrir la bouteille, c'était probablement lié à une mauvaise conservation. Alors oui, il y a bien eu quelques personnes pour exprimer des doutes sur le look ou sur le goût de ces bouteilles. Mais la grande majorité des collectionneurs se sont contentés de jouer le jeu. Afficher ces grands crus comme des trophées, puis les stocker dans leur cave sans les boire, en attendant de les revendre plus cher. Pour Laurent Ponceau, c'est cette spéculation sur les prix des vins qui a permis à l'arnaque de durer presque 10 ans. Il juge même que certains de ses collègues sont responsables. Alors qu'il voulait révéler les contrefaçons de Kurniawan, pour éviter une suspicion généralisée sur les cuvées de Bourgogne, plusieurs vignerons du coin lui ont fait comprendre que ça pourrait salir leur réputation. En fait, le monde du vin a largement profité de Rudy Kurniawan. En à peine 10 ans, le faussaire a acheté et vendu tellement de grands crus bourguignons qu'il a fait exploser les prix. Certains vins de la Côte de Nuit où le vigneron Laurent Ponceau produit son vin se vendent aujourd'hui 20 fois plus cher que dans les années 2000. Si l'affaire Kurniawan n'a pas forcé le marché à se remettre en question, elle aura au moins poussé certains collectionneurs à assumer leurs préférences. Après avoir passé 7 ans en prison, le célèbre faussaire a été libéré en 2020, avant d'être expulsé 1 an plus tard vers l'Indonésie. Mais en 2023,
Rudy Kurniawan aurait participé à plusieurs dégustations à l'aveugle à Singapour, où des milliardaires l'ont payé pour contrefaire des grands crus. De quoi pointer du doigt l'hypocrisie du monde du vin une toute dernière fois. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Théo Cyr et réalisé par Gilles Bavulac. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire de l'un des plus grands conquérants de l'Antiquité. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.